Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez probablement, hier, le 3 février 2026, un drone a été abattu par un F-35 américain, le tout à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes, et ce drone est iranien. Forcément, ça fait beaucoup parler, et si vous voulez en savoir plus d'un point de vue militaire sur ce qui se passe actuellement au large de l'Iran, c'est l'état final recherché de cette vidéo. Maintenant, ça tombe bien, pour ce qui est de l'interception de drones iraniens, il y a tout juste 10 ans, c'est exactement la mission que j'ai dû réaliser au large de l'Iran. J'étais aux commandes d'un Rafale Marine, nous étions une patrouille de 2, j'étais équipier, et nous avons intercepté un drone iranien qui se rapprochait à une distance non autorisée de l'USS Harry S. Truman, dont la France, du fait des partenariats, avait entre autres la responsabilité de protection aérienne. À partir de là, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est on va revenir sur les informations dont nous disposons à l'heure actuelle sur ce F-35C qui a détruit ce qui est probablement un Shahed 139, Shahed qui veut dire martyr, témoin. Et vous allez voir, regardez ces images, que le 139 dévoilé en 2023 n'a pas grand-chose à voir avec le 136 dont on a beaucoup entendu parler, notamment dès 2022, après la première frappe qui avait eu lieu sur Kiev, qui avait tué 4 civils, dont une femme enceinte de 6 mois. Là, nous sommes sur un drone plus de moyenne altitude, lent, observation, qui avait vocation à traquer le groupe aéronaval. Et on va justement essayer de comprendre comment cette interception a pu avoir lieu, comment ça se passe pour le pilote, et surtout en tirer quelques leçons avant que l'on switch et que l'on regarde d'un point de vue beaucoup plus macro comment les militaires américains sont en train de réfléchir aux options avec un S iranienne en utilisant la règle des 5T, la timeline, le task, quel est l'objectif en fait, la cible, ensuite derrière les menaces et les tactiques que les militaires présentent avec des options aux décideurs. On attaque tout de suite avec les TTPs, les Tactics Techniques Procedures. Quand on va intercepter un avion, en fait, chaque unité a sa manière de faire, fonction de ses aéronefs, fonction de ses points forts, fonction de ses points faibles. Croire que c'est un copier-coller permanent autour des groupes aéronavals serait mal comprendre l'évolution, l'adaptation de la chose aérienne. Ces tactiques changent en permanence et tout ça est classifié, c'est dans les TTPs. Moi, j'étais formé par l'US Navy. J'ai jamais eu accès à leurs TTPs, je ne les connais pas. Chaque unité fait évoluer également tout ça. Après, par contre, on a les règles d'engagement. Les règles d'engagement, c'est une traduction de la volonté politique au niveau du militaire pour que le pilote dans son avion sache ses prérogatives. Est-ce qu'il peut ouvrir le feu, pas ouvrir le feu, qui décide où? Les Américains ont annoncé que l'ouverture du feu avait eu lieu parce qu'il y avait une approche agressive et des intentions qui n'étaient pas claires de la part du drone et qu'ils ont agi en légitime défense. La légitime défense américaine est différente de la légitime défense française. Maintenant, pour ce qui est d'une approche agressive, vous allez légèrement sourire si vous savez que ce genre de drone, d'après les images Flight Radar, c'est plutôt aux alentours des 180, 100, 200 nœuds grand maximum. Donc ce n'est pas du tout un avion qui passe à basse altitude, à Mach 2 à côté du porte-avions. Ce n'est pas non plus un avion de patrouille maritime qui passe à 300 nœuds ou 250 nœuds. On est sur quelque chose de beaucoup plus lent. Donc quand on connaît un petit peu, forcément, ça fait sourire. Maintenant, on ne dispose pas des images. Ça a été estimé comme tel par les Américains et ils ont 2 grands points. En fait, pour ouvrir le feu, la grande question, c'est est-ce qu'il y a un non-hostile intent ou act? Est-ce qu'il y a une intention hostile ou alors un acte hostile? Ça, c'est comme cela que généralement on travaille. Sauf qu'en plus, vous avez la légitime défense. Or, aux États-Unis, vous pouvez également faire de la légitime défense par anticipation. Donc là, en fait, dans leur déclaration, le CENTCOM, on va revenir dessus dans le reste de la vidéo, nous explique sous quelle base ils ont décidé d'ouvrir le feu sur le drone Shahed qui, de ce que l'on comprend, s'est mis à mettre le cap sur le porte-avions, non pas sur un escorteur, mais sur le porte-avions, que ça a passé la ligne rouge pour l'état-major américain. Quand je dis l'état-major, c'est les décisionnaires au centre de commandement du bateau et que l'ordre d'ouverture du feu a été donné. Je ne pense pas que l'ordre venait directement du pilote. Il a probablement eu validation. Maintenant, ce que l'on apprend également par les déclarations, c'est qu'il y a eu scramble. Alors là, on ne parle pas de vos œufs, on parle d'un décollage sur alerte, exactement comme dans Top Gun. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Top Gun, nous avons les images du retour du pilote du F-35C du VMFA 314 à Marines sur le pont d'envol après son tir. Ça va? Ouais, ça va.
Blague à part, ce que l'on sait, c'est que le porte-avions était aux alentours, encore une fois source américaine, des 700 km au large de l'Iran, que vous avez le petit drone qui vient, ils ont eu le temps de le voir venir. Comment? Eh bien grâce à différentes frégates ou navires de guerre qui sont probablement entre le détroit d'Ormuz et le groupe aéronaval, qui servent un petit peu de piquet radar, de relais pour gagner une bonne conscience de la situation. Le drone était apparemment entre le niveau 80 et le niveau 180 quand on voit ce qui s'est fait ces derniers jours à des vitesses entre 60 et 180 nœuds. Il va donc être détecté par des navires. Il peut également être détecté par le E2, l'avion de guet aérien. Et ensuite derrière, le décideur a son F-35C des Marines, des F-18 ou également des MH-60. Vous pouvez intercepter un drone de ces vitesses-là avec un MH-60. C'est déjà sorti, des vidéos comme ça, vous voyez les Américains les intercepter avec des drones, les intercepter avec des hélicos. Par contre, si ça commence à monter en altitude, c'est gênant. Ensuite, pour maintenir un combat tridom, un rythme opérationnel qui va bien, vous allez avoir des unités qui, fonction du créneau horaire, vont prendre l'alerte. Donc là, c'est probablement tombé sur le F-35C, ça aurait pu être un F-18, je pense, c'est variable. Et quand il y a décision d'ouverture du feu, le décideur peut soit ouvrir le feu avec les navires, soit demander à l'aéronef d'ouvrir le feu. Un F-35C va avoir de l'AIM-9X, donc du missile courte portée. Personnellement, c'est ce que j'aurais utilisé. De l'AIM-120, moyenne longue portée. Et pour ce qui est du F-35C, soit il est équipé du pot de canon, soit il n'a pas le choix. Il fallait avoir du canon, mais ça, pour ça, le canon de base, c'est dans le A. Le B, le C, c'est un pot de canon qui a été un peu compliqué d'ailleurs à mettre au point. D'un point de vue purement concret, pour avoir été envoyé sur un drone iranien, vous allez généralement arriver rapidement pour aller le plus tôt possible dessus. Votre objectif, c'est de savoir qu'y a-t-il sous ce Shahed. Est-ce qu'il y a de l'armement ou pas? Nous n'avons pas l'information. S'il y a de l'armement et un Shahed pourrait prendre quelques missiles, forcément vos prises de décision, votre appétence pour le risque va être différente que s'il est en lice. J'en profite pour préciser que le fait d'avoir des soutes permet de s'approcher plus près d'un adversaire potentiel sans escalader ses soupçons parce que justement il ne sait pas si vous êtes armé ou non. Donc une fois que l'identification visuelle a eu lieu, vous allez généralement accompagner, rester à côté, faire des images, rendre compte jusqu'au moment où l'aéronef ou le drone se rapproche ou met en œuvre ce que vous estimez une tactique ou une trajectoire qui franchit un seuil décisionnaire pour vos règles d'engagement. Et là, ouverture du feu. Alors par rapport aux faits dont nous disposons actuellement, très important, je vous rappelle, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est probable, low ou high, ou est-ce que c'est certain? Méfiez-vous des gens qui ont des certitudes, surtout en source ouverte. À partir de là, ce que l'on sait en quasi certain, ça ne veut rien dire ça, on va dire en probe high, puisque ça a été également reconnu par les Iraniens, c'est la perte d'un drone. Maintenant, c'est probablement, là on est moins sûr, un Shahed 139. Je vous rappelle qu'il peut avoir de l'électro-optique, de l'infrarouge, peut-être des missiles d'après certaines sources. Ce n'est pas sans nous rappeler le Sukhoi contre le Reaper, c'était en mer Noire il y a quelques temps. Et ce que l'on sait de manière certaine grâce aux déclarations américaines, c'est que c'est un F-35C qui l'a abattu. En même temps, environ, je crois que c'était 3 heures après, vous avez dans le détroit d'Ormuz du grabuge. Vous avez un tanker américain, le Stena Imperial, qui se fait intercepter en probe high par 2 vedettes, d'après d'autres sources, par 6 vedettes en possible, plus un petit drone. Il se fait harceler à la radio, harcelé par la trajectoire des vedettes qui essayent de monter à bord. Il ne réduit pas la vitesse, il accélère. Il appelle au secours l'USS McFall qui arrive et qui vient l'escorter, et également arrive la DCA, la Defensive Counter Air, de la protection aérienne de l'US Air Force. On ne sait pas d'où elle venait, possiblement des Émirats, possiblement avec du tanker, donc possiblement elle est en alerte, ou alors à temps complet, vous avez des avions qui tournent dans la zone de manière à être prêts à intervenir en quelques minutes. Sinon, on est en dizaines de minutes, si ce n'est petite heure. Ça, c'est toutes les informations comme nous les connaissons. À partir de là, on peut en tirer 2-3 petites leçons avant d'attaquer, comme on l'a dit, le reste de la vidéo. Le premier point, c'est qu'il faut reconnaître, c'est une très bonne performance de la part des Iraniens. Déjà pour avoir développé leur drone, et déjà il y a 10 ans ils nous impressionnaient, mais également pour avoir cette capacité à suivre et à traquer, à gêner, à tracer un groupe aéronaval à plus de 500 km, apparemment dans les 700 km de ses côtes. Ce n'est pas rien, faites le calcul de surface, ça fait beaucoup de haut à surveiller, et un groupe aéronaval se déplace. Forcément, face à une nation qui a du missile balistique, qui peut avoir des drones suicides également,
ça gêne et ça chatouille un petit peu le décideur américain. Il y a une dizaine de jours, on a fait une vidéo sur l'arrivée du Lincoln, le CVN-72 dans la zone, et si vous regardez, on avait dit que personnellement, je ne pensais pas qu'il franchirait Hormuz, qu'il resterait au large justement pour avoir de la place. C'est exactement ce qu'ils font, justement à cause de la menace iranienne, cette capacité de déni d'accès. Le deuxième point sont les limites évolutives qui ont été fixées là par les Américains. Vous avez traditionnellement des vedettes qui viennent vous embêter, des drones qui surveillent, c'est pas la première fois. Quand ça chatouille trop les Américains, ils disent stop. On l'a vu en 2019 avec l'USS Boxer qui avait ouvert le feu contre un drone lors du passage d'Ormuz. Là, clairement, dans le rapport de force actuel, les Américains viennent de mettre une ligne rouge. Maintenant, important, ils l'ont mise car c'était un UAV, c'était un drone. C'eût été un P-3, un avion de patrouille maritime, il y a de grandes chances que les Américains n'ouvrent pas le feu et se soient laissés survoler par l'avion de patrouille maritime qui, accessoirement, a des soutes. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Qu'il y a une désinhibition de l'usage de la violence face aux drones. Et d'ailleurs, dans la région, les Américains perdent régulièrement du Reaper. L'autre point à prendre en compte, vous avez un porte-avions qui manœuvre avec des catapultages, avec des appontages, ce qu'on appelle des mouvements aéros. Moi, j'ai déjà été à bord quand on est survolé par exemple, par des avions russes ou autres. Et bien, à partir de là, on va devoir adapter à cette intrusion nos profils de vol. Ça peut être gênant. Face à un avion habité, encore une fois, on ne va pas ouvrir le feu. Face à un drone, eh bien, c'est un moyen de se débarrasser de ce danger pour nos opérations. Donc, il y a forcément des TTPs, des règles d'engagement qui sont évolutives. On peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'ouverture du feu face à ce genre de menaces, ne serait-ce que pour la sécurité des vols. En E, je vous rappelle, qu'en mer Rouge, les Américains ont eu recours à l'US Air Force de manière à protéger H-24 leur porte-avions. Là, on entend parler de DCA US Air Force, ce n'est pas la marine qui est à 600 km qui est allée aider l'USS McFall, c'est l'armée de l'air. Donc cette importance d'avoir des partenariats avec des bases d'appui d'autant plus importantes qu'à l'heure actuelle, l'armada, comme dit Trump, américaine, a besoin d'être régulièrement ravitaillée, que ce soit en pétrole pour les navires, en carburant aviation, en nourriture. Et le plus simple à l'heure actuelle est d'aller se sourcer, d'aller récupérer la chaîne logistique aux Émirats ou au Qatar. Si le golfe d'Ormuz ferme, ça va être un problème supplémentaire pour la flotte qui est actuellement au large, qui va devoir utiliser dans ce cas-là plutôt Diego Garcia, plutôt Guam, plutôt peut-être les Indiens, d'autres pays, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Donc une flotte à la mer consomme, demandée en russe au début 1900, quand ils ont quitté la Russie pour aller attaquer le Japon, une flotte à la mer peut se fatiguer, elle a besoin de bons points d'appui, et ça, les Américains en ont dans la région, mais sont quand même dépendants du passage d'Ormuz, affaire à suivre. Passage d'Ormuz, pour le support. Dernier point, avant-dernier point, c'est le potentiel entre missiles et stocks. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un pilotage des missiles qui sont envoyés dans la zone et qui sont utilisés sur les avions pour utiliser les missiles qui sont proches des dates limites. Un missile a un temps de vie, un potentiel, un nombre de catapultages, un nombre d'appontages. Quand on est avec des postures comme ça beaucoup plus offensives, avec de l'armement réel, avec du tir possible, vous fatiguez, vous usez votre potentiel beaucoup plus rapidement, de manière non visible, tout simplement parce que vous les fatiguez avec les catas et les appontages. Il y a un gros travail de gestion de stock à l'heure actuelle. Et le dernier point, je pense que ça c'est la grande leçon, on pense et on parle de plus en plus de drones, oui, mais là je pense que la leçon est, si cela avait été un avion habité, comme on le disait, les Américains n'auraient pas ouvert le feu. À partir de là, dépendre trop des drones peut créer un nouveau talon d'Achille face à une force armée qui a la puissance nécessaire et le stock nécessaire pour détruire vos drones dans un temps de crise, sous le seuil. Il y a bien une différence entre la guerre totale, l'escarmouche lancée, ou en amont. Et pour être efficace, quand il y a un rapport de force qui n'est pas en votre faveur, vous voulez généralement avoir l'initiative de l'offensive. Si vous êtes iranien, que vous voulez essayer d'attaquer le porte-avions, pour ça, il faut pouvoir le positionner, pour pouvoir s'en approcher bien. Mais il semblerait qu'il vaille mieux avoir des hommes et des femmes à bord des avions. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce fait d'actualité. Je vous propose maintenant qu'on prenne un petit peu de hauteur, qu'on regarde de point de vue macro et militaire les options proposées aux décideurs. N'hésitez pas à vous abonner, tout est chapitré, à revenir dessus, à partager cette vidéo, qui est d'ailleurs disponible dans plusieurs langues. On enchaîne. Alors, vous n'avez probablement pas 200 000 personnes dans votre service de renseignement pour vous aider à rester informé au quotidien. Et c'est là que notre partenaire du jour, Ground News,
a un objectif, un état final recherché qui est similaire et complètement parallèle au nôtre, à savoir vous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et pour ce faire, eh bien, c'est très simple. C'est une plateforme conçue tout simplement pour rendre les biais médiatiques visibles. C'est une application sur votre téléphone, mais également un site web qui va rassembler la presse du monde entier en un seul endroit et fonction de la thématique. Là, par exemple, j'ai tapé Iran, mais on pourrait marquer Trump, Iran, va vous permettre de savoir le nombre d'articles. Regardez, Donald Trump, on est sur 44 776 articles disponibles. Et là, la petite update, nous sommes le mardi 3 au matin. Trump affirme que l'Iran souhaite dialoguer alors qu'un porte-avions américain est déployé. À partir de là, on va pouvoir regarder la vision de la presse réputée plutôt de gauche, celle de droite, celle du centre et faire une comparaison de biais. À partir de là, on voit que les médias de gauche présentent l'événement comme une coercition risquée, soulignant les conséquences humanitaires, l'escalade à fleur de peau et les estimations plus élevées du nombre de victimes des manifestations, tandis que les articles de droite, eux, ils mettent l'accent sur la force, la dissuasion, vantant le déploiement de l'USS Abraham Lincoln, le porte-avions, comme une pression pour venir à la table des négociations. Ils évoquent une armada massive, le temps qui presse et des objectifs tactiques comme contraindre sans combattre. Donc on voit qu'il y a deux points différents. Sur le plan rhétorique, la gauche utilise un langage alarmiste empathique, la droite affirmée stratégique et le centre trouve un équilibre entre les deux, ce qui nous montre bien l'importance de se sourcer de manière différente et surtout de s'échauffer le cerveau de manière à savoir mieux s'informer. Un autre outil que j'utilise énormément, c'est le blind spot, l'angle mort. Cet angle mort va vous permettre de savoir les sujets qui ne sont pas couverts par un spectre de l'échiquier. Par exemple, pour la gauche, les articles de presse qui ne comportaient que peu ou pas de reportage de gauche, on peut se retrouver avec l'Ukraine accepte un plan de cessez-le-feu à plusieurs niveaux. Ou alors ceux qui ne sont quasiment pas traités par la droite, comme par exemple un projet d'expansion des centres de détention des migrants, d'un coût de 45 milliards de dollars. Vous l'aurez remarqué, tout est en français. Pourquoi ? Bien, on peut traduire directement tous ces articles en français. Je vais sur mon navigateur avec Google, ça le fait automatiquement. Donc, la barrière de la langue n'est plus un frein pour accéder à de la presse anglo-saxonne. Personnellement, Ground News, ça a vraiment changé ma manière de consommer l'information, sortir de ma bulle. Ça permet de se confronter à ces biais et de se construire une conscience de la situation plus robuste, indispensable en 2026. Vous avez le lien dans la description. Avec AT, vous avez 40% de réduction sur l'abonnement Vantage. Si vous êtes sur sa chaîne, que vous cherchez une bonne résolution pour 2026, s'informer le mieux possible, avoir conscience de ces biais, n'hésitez pas à souscrire à Ground News. On rattaque la vidéo. L'Iran est au cœur de l'actualité. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de mieux comprendre la situation avec l'approche qui est disponible dans Source Ouverte des 5 T de l'OTAN. Quelle est la temporalité? Quel est le task? L'état final recherché? On va lier un niveau de risque. Quelle est, dans ce cas-là, la cible à traiter? Quelles sont les menaces? Et du coup, quelles sont les tactiques? On va également y injecter l'analyse du retour d'expérience et je vous présenterai les 5 grandes thématiques qui sont actuellement les unes après les autres traitées par l'état-major américain afin, quasi au quotidien, de pouvoir proposer des options aux décideurs, car je vous rappelle que le militaire dans une démocratie est là pour proposer des options aux décideurs, aux politiques. Et comme le disait Clausewitz il y a maintenant quelques temps, la guerre est l'extension de la politique et je crois que le mois de janvier 2026, si vous aviez un doute, nous l'a confirmé. Allez, on attaque. Pour rappel, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle AT, c'était mon indicatif radio quand j'étais pilote de Rafale dans l'aéronavale française. J'ai différents biais, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'ai servi la France, j'étais au combat dans cette région, j'ai fait pas mal de missions au large de l'Iran, j'ai intercepté des drones iraniens. Mon père était bombardier nucléaire entre autres pendant la guerre froide, donc forcément tout cela joue sur ma manière de réfléchir et également les valeurs. Dans cette chaîne, sur ces vidéos, on essaye d'être le plus technique possible, d'essayer de canaliser nos biais.
La présentation que je vais faire en utilisant cette méthode de réflexion au temps est forcément biaisée dans une réflexion occidentale, mais ça tombe bien, car là on est du point de vue américain. Si vous le souhaitez, on pourra se mettre du point de vue iranien, comment faire face à la menace qui est actuellement au large de leur côte, mais on attaque tout de suite avec le plus important, la temporalité. Qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, mais un des premiers cours d'officier, que ce soit au niveau tactique ou au niveau plus macro, au niveau stratégique, c'est le tempo opérationnel. Votre objectif est de pouvoir dicter votre volonté à l'adversaire et ça va passer par la maîtrise du temps. Alors, tout cela a forcément été codifié, intellectualisé, formalisé dans les armées. Vous allez généralement avoir une phase de phasing, une phase de préparation en amont. Et cela va donner lieu en fait à des fenêtres d'opportunité que vous devrez exploiter si vous voulez prendre de vitesse votre adversaire. Si on veut donner une sorte de définition à l'operational tempo, c'est un rythme afin d'imposer sa volonté à l'adversaire en le saturant, en créant des fenêtres de vulnérabilité, en fait en le forçant par moments à faire des erreurs afin de l'empêcher à reprendre l'initiative. Vous aurez compris, c'est cœur domaine avec ce que l'on a vu au Venezuela, avec ce que l'on est en train de voir au large et autour de l'Iran. Quand on parle un petit peu en langage état-major, on a également l'art opérationnel qui est en fait cette capacité à relier des objectifs stratégiques aux tactiques dans le temps, l'espace et désormais également le cyberespace. Pour terminer sur ce point-là, c'est au cœur de la réflexion des préparateurs de mission sur lesquels on va revenir, des planificateurs, et cela forcément est également au cœur du bureau ovale. Le bureau ovale a ses problématiques d'un point de vue politique. On parle beaucoup des midterms, la date c'est le 3 novembre 2026. D'un point de vue militaire, vous entendez certaines personnes vous dire oui, il y a une grosse montée en puissance du dispositif américain, ils ne peuvent pas rester comme ça éternellement, il y a un moment, ils vont devoir aller au combat. Absolument pas. Le militaire a cette capacité à monter en puissance et s'il le faut, à faire demi-tour. On connaît le too big to fail, il n'y a pas de too big to turn around. Vous pouvez monter énormément votre dispositif et à un moment accepter de le dégonfler. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Et il faut bien comprendre que pour le militaire, il y a ce qui est idéal et il y a ce qui est possible. Ce qui est idéal, c'est d'avoir en amont une date d'attaque, de faire votre montée en compétence. Ce qui est possible, c'est de monter rapidement à un certain niveau, de le renforcer progressivement et d'attaquer sous un préavis court. On s'adapte, c'est le travail du militaire. Vous avez également la temporalité du renseignement, on va revenir dessus. Service de renseignement aux US, plus de 200 000 personnes qui travaillent. La météo, avec ses fenêtres météo, avec les climats également, on en avait beaucoup parlé, Ukraine, Russie. Et forcément également une temporalité géopolitique. Maintenant, s'il y a une image à retenir, ce que l'on peut voir à l'heure actuelle, c'est une sorte de siège. Et je vous rappelle que d'un point de vue temporalité, l'Iran est sous sanction comme le Venezuela l'a été depuis des années. Tout cela est exactement comme un siège de château fort à l'époque, si vous voulez. Ça crée une usure qui doit être utilisée par l'attaquant. Maintenant, on va regarder le task, le fameux état final recherché qu'il faut lier à un niveau de risque autorisé. Le niveau de risque autorisé va permettre aux tacticiens de réfléchir à ces différentes options et à des modes opératoires différents. Maintenant, quel est l'objectif des Américains? La vérité est qu'on ne le sait pas, qu'ils ne nous le donnent pas, c'est normal. On peut supputer différentes choses, car au final, il n'y a pas 200 scénarios possibles. Le premier, c'est un déploiement militaire afin de forcer des négociations, que ce soit sur le programme nucléaire, que ce soit sur le régime en place ou que ce soit sur sa manière de fonctionner avec ses proxys. Ce qui est sûr, c'est que pour les négociations, ne vous attendez pas à connaître toute la vérité en allumant la télévision. Il y a forcément une grande partie qui est cachée. Nous ne sommes pas dans le secret, il faut l'accepter. D'un autre côté, vous avez également une capacité à dissuader en freinant par exemple la répression sur le peuple. Je vous rappelle que mi-janvier, les Américains ont annoncé qu'ils avaient préparé un raid de bombardiers qu'ils ont annulé au dernier moment, car plus de 800 exécutions ont été annulées. Donc par la dissuasion, par la gesticulation politique, si vous le souhaitez, par le fait d'amener des aéronefs, par le fait de changer de ton, vous pouvez contraindre l'adversaire, on en revient sur au-dessus, on peut lui imposer sa volonté. Ça a déjà eu lieu mi-janvier. On peut également avoir une tentative de changement de régime, de changement de leader, ou alors, pourquoi pas, de destruction des gardiens de la Révolution qui viennent, la semaine dernière, d'être passés en organisation terroriste par l'Union européenne. Au final,
quelle que soit votre task, quel que soit votre état final recherché, le militaire, le planificateur va proposer des options avec un S, fonction du niveau de risque autorisé. En termes de planification dans les armées, sans trop rentrer dans les détails, aux États-Unis, forcément, vous avez différentes structures. Vous avez au niveau du Pentagone, le Joint Staff au Pentagone, ils sont à peu près 2000. Vous avez après des Combat Command comme l'US CENTCOM, vous en avez 11 avec environ 1000 personnes dans chacun de ces commandements géographiques. Vous avez également des centres beaucoup plus micro comme par exemple le CAOC qui va produire des ordres au quotidien sur qui fait quoi, ce qu'on appelle l'Air Task Order, les plans de vol si vous souhaitez, qui doit faire quoi sur le territoire à quelle heure, comment les tankers se coordonnent avec les strikers. Là vous êtes sur du 300-400 personnes et après chaque composante a également son état-major. En plus de tout ça, vous avez des centres de planification et de manière générale, on a 3 grandes phases. On a l'op-plan ou le com-plan, c'est genre 200 personnes qui travaillent, qui réfléchissent à des plans qui peuvent être sortis du tiroir à la demande, exactement comme les attaques sur des centres nucléaires, tout ça c'était préparé en amont. Vous avez ensuite le Crisis Action Planning, le CAP, qui est quelque chose qui va tourner H24, 7 jours sur 7, et qui doit être armé en ce moment, qui a pour objectif de s'adapter à la situation et de proposer en permanence des options aux décideurs. Et après, vous avez le COA, le Course of Action, qui va suivre les opérations en temps réel. Tout ça est aidé et supporté, comme disent les Américains, par tout un écosystème de défense et de collecte du renseignement. Avec, aux États-Unis, vous avez la Defense Intelligence Agency, c'est quand même plus de 16 000 personnes. Vous avez l'US Army Intelligence Corps, 50 000 personnes. Alors juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'US Army Intelligence Corps, c'est 50 000 personnes, c'est en gros l'équivalent de l'armée de l'air française. Et c'est que des personnes dans l'armée de terre américaine qui sont entrées, qui travaillent avec le renseignement. Dans l'USAF, l'armée de l'air américaine, c'est 30 000. Dans la Navy, c'est 28 000 personnes. Dans l'USMC, les Marines, 3 à 4 000 personnes. Et vous avez même quelques centaines de personnes dans un autre commandement dont on parle moins, l'US Space Force. Au final, tout ce monde-là réfléchit, nourrit et alimente les planificateurs qui peuvent proposer des options macro. Alors tout ça c'est bien beau, mais à chaque option, à chaque objectif, à chaque état final recherché, il faut réfléchir à des cibles. Et ces cibles, c'est ce qu'on va créer, on va créer des target packages. Si vous souhaitez par exemple détruire les gardiens de la Révolution, il va falloir frapper un certain nombre de sites, toucher un certain nombre d'objectifs, ce qu'on appelle des DMPI. Et donc à partir de là, il faut créer des packages de frappes qui devront avoir lieu, que ce soit avec des missiles de croisière, avec des avions de combat, sous différentes formes. Point important, la géographie. Nous sommes sur un pays qui fait 1,6 million de kilomètres carrés, qui fait 3 fois la France, qui est un des pays les plus montagneux au monde et qui a sa capitale qui est très au nord par rapport au Golfe. Par contre, la capitale est à une grosse centaine de kilomètres de la mer Caspienne. Et quand on regarde cette mer Caspienne, on voit qu'il y a le Turkménistan, on voit qu'il y a l'Azerbaïdjan, on voit qu'il y a le Kazakhstan et on voit qu'une force qui voudrait peut-être attaquer Téhéran, qui voudrait faire une infiltration comme on a pu le voir au Venezuela, aurait peut-être tout intérêt à arriver du nord. Moi je dis ça, je dis rien. Et on voit également que dans les pays autour, on a des fois des MC-130J commandos qui se posent de temps en temps et qui sont connus pour pouvoir faire de la dépose de forces spéciales. Tout cela forcément est réfléchi, mais ne sous-estimez pas l'importance de la géographie et surtout les distances, car qui dit distance dit mise en danger des aéronefs, dit survol de territoire pas forcément allié, dit surtout utilisation de pétrole. Et quand vous voulez utiliser des forces spéciales, vous avez soit de l'hélicoptère, soit de l'avion type MC-130 qui peut faire du largage de parachutistes, soit du V-22 qui vous permet d'aller plus loin, mais le pétrole est le nerf de la guerre. Et quand vous devez commencer à parcourir de longues distances, les Américains l'ont vu avec l'opération Eagle Claw Serre d'Aigle en 1980, vous avez besoin de faire des ravitaillements et c'est lors d'un ravitaillement que leur mission avait échoué. Une fois qu'on a dit ça, on a également 2 grandes typologies de cibles. Les cibles fixes qui vous permettent de créer ces target packages, de préparer des missions, quel aéronef va taper quoi, à quel moment, comment, en avance et de les avoir toutes prêtes. Et vous avez également les cibles mobiles qui là prennent énormément de ressources parce qu'en permanence, il faut les suivre, il faut savoir où elles sont pour pouvoir, si le politique le décide, les frapper. Donc c'est beaucoup plus consommateur en termes de ressources, surtout dans un pays aussi grand avec 90 millions d'habitants. Vous devez également réfléchir à l'impact sur la population des cibles que vous allez traiter. Si par exemple vous décidez de détruire tout le système électrique, ça va mettre du temps
à remonter en puissance. Et donc tout ça doit être pris en compte et c'est notamment les règles d'engagement qui vont venir vous cadrer dans votre utilisation de la violence. Maintenant, s'il doit y avoir un assaut, une attaque, la manière dont ça fonctionne dans l'aérien, c'est un petit peu toujours la même chose. Vous avez de la guerre électronique, de la suppression des défenses solaires adverses qui ont déjà été extrêmement entamées ces dernières années. Vous avez ensuite de la sweep, des avions de supériorité aérienne qui vont s'assurer qu'il n'y a rien qui décolle, qu'il n'y a aucun danger. Et après, vous allez pouvoir traiter les cibles au sol et pourquoi pas après patrouiller sur zone, rester sur zone, faire ce qu'on appelle du SCAR. Et dès que vous voyez par exemple un lanceur qui sort d'une grotte pour essayer de tirer, le frapper. Également faire de la reconnaissance est très important. À partir du moment où vous avez commencé à attaquer, vous allez devoir, si l'adversaire a encore une armée fonctionnelle, défendre votre côté, vos bases, vos aéronefs. Et ça, c'est extrêmement consommateur en ressources. Maintenant, justement, on va regarder un petit peu les menaces. Les menaces, en fait, il y a deux grandes familles de menaces dans le cas de l'Iran. Vous avez les menaces défensives. Vous êtes américain ou israélien, vous souhaitez attaquer. Vous avez des menaces sol-air. On a vu que les F-35 ou la furtivité a été très utile. Vous avez également des menaces solaires courte portée qui vont détecter de l'infrarouge, dont il faut se méfier. Donc, vous allez éviter de trop descendre. Vous avez également une menace au sol, où au sol, une personne peut être ennemie, qui va être extrêmement dur d'identifier si c'est un allié ou un ennemi. Donc vous allez plutôt privilégier de rester en altitude avec vos avions plutôt que mettre des troupes au sol. Et vous avez également les montagnes qui viennent complexifier le vol, mais également qui viennent créer des dangers parce que si quelqu'un est dans du relief avec du système sol-air, vous pensez être en sécurité, mais en fait, eh bien, il est à portée pour vous engager. Donc vous avez ce package défensif, mais vous avez, et c'est surtout ça qui est gênant dans le cas de l'Iran pour les nations autour, leur capacité offensive avec leurs missiles, on sait qu'il en reste plusieurs milliers. Leur talon d'Achille, ce sont les lanceurs qui ont connu de l'attrition ces derniers temps, mais il en reste encore en nombre. Donc vous avez, avec les lanceurs, la capacité à tirer du missile balistique. Vous avez les drones, on a vu plusieurs phases successives de drones qui ont mis du temps à arriver jusqu'en Israël et qui ont pu être interceptés par différentes étapes de protection pour la plupart, tant ça passe. Mais s'il y avait une volonté de tirer du drone sur les pays autour, c'est beaucoup plus compliqué à défendre, les volumes sont très grands. Vous avez également des capacités offensives maritimes, ça part de la mine au drone de surface, à la petite frégate. Ils ont beaucoup de côtes, ils peuvent mettre en œuvre des navires de beaucoup d'endroits. Encore une fois, ça vous fait énormément de kilomètres, énormément de ports à surveiller. Et vous avez surtout une capacité de déni d'accès qui est extrêmement efficace avec des missiles sol-mer que vous pouvez cacher, ce qu'on appelle du sol-surface, et qui peuvent engager un navire qui passe, navire civil, navire militaire, et forcément créer rapidement d'énormes problèmes. Donc ça, c'est le gros danger. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il pose le plus de soucis aux Américains dans la planification, c'est plus les capacités de riposte iranienne. L'Iran, qui d'ailleurs dans leur rôle a bien dit que s'ils étaient attaqués, les ripostes seraient très fortes, beaucoup plus fortes que par le passé, que leur capacité défensive, sachant que les Américains ont une supériorité technologique, notamment grâce à la furtivité, qu'ils ont déjà prouvé dans le territoire. Voilà pour timeline, task, target, threat. On va maintenant attaquer la tactique qui découle de toute cette étude en nous intéressant dans un premier temps au retour d'expérience des différents conflits et après en ouvrant un petit peu sur ce que vous pouvez voir en fait au quotidien sur les chaînes d'information, sur des sites comme Ground News, qu'est-ce qui est en train de se faire, que sont en train de mettre en place les Américains. La tactique. Il y a différents objectifs que l'on peut traiter avec une armée, comme vous le savez. On a vu différents modes opératoires, donc tout ça vient par rapport au task. Si par exemple vous voulez faire une opération avec des forces spéciales, c'est le Venezuela qui est le bon retour d'expérience à regarder. Nous avons une flotte qui est au large depuis 6 mois et au bout de 6 mois, après différentes tentatives d'enlèvement, c'est sorti dans la presse que les Américains ont essayé d'acheter le pilote du président vénézuélien pour qu'il livre, eh bien ils ont fini par décider d'aller le chercher manu militari. L'opération s'est déroulée sans mort côté américain, néanmoins avec des blessés côté américain, et a été, d'un point de vue force spéciale, une opération conjointe extrêmement bien réalisée. Maintenant, faire la même chose à Téhéran, je pense qu'il faudrait plutôt arriver par le nord, ça serait extrêmement complexe, mais pas impossible. Le nerf de la guerre, c'est le renseignement. Il faut réussir à savoir exactement qui vous allez récupérer ou comment,
et arriver avec une saturation telle, tout en créant des contre-feux un petit peu partout de l'heure, pour réussir votre mode opératoire. Cela n'est possible, on avait déjà dit dans le cas du Venezuela avant l'attaque, qu'avec de l'excellent humain, qu'avec des personnes au plus proche qui travaillent pour vous. Ensuite, vous avez les bombardements. Les bombardements, ça fait forcément penser à la Libye. On en reparlera dans les prochains jours sur la chaîne. Si à l'heure actuelle dans le Sahel, ce n'est pas vraiment une situation d'avenir, c'est en grande partie quand même à cause de l'action en Libye. On vous en reparle dans quelques jours. Donc on sait ce que l'on fait, mais derrière on ne maîtrise pas forcément ce qui va se passer au niveau du régime. Si vous voulez une autre approche, vous avez l'approche invasion. Invasion, vous rentrez en 91, mais vous ne faites pas tomber le régime, vous laissez le régime en place et au final, ils sont retournés, les Américains, avec les Britanniques en 2003. À partir de là, ils ont fait tomber le régime. Ce n'a pas forcément été une situation d'avenir pour la région et alors que nous sommes en 2026, on voit que c'est toujours extrêmement compliqué dans cette zone. Vous avez également l'Afghanistan où là, on a deux manières de business model, si vous voulez, qui s'affrontent. On a le finite versus infinite, le jeu fini contre le jeu infini dont on a déjà parlé sur la chaîne. Le concept, c'est quoi? En Afghanistan, les démocraties y sont allées avec un objectif de renverser les talibans, de permettre au pays de changer de régime. Eh bien, ils n'ont pas réussi, ils ont fini par ressortir. Vous avez des pressions quand vous êtes une démocratie vis-à-vis de votre peuple, vous avez des contraintes budgétaires, et en face, vous aviez les talibans dont le seul objectif était de pouvoir continuer à exister. À partir de là, un petit peu comme un virus, si vous voulez, ils vont s'adapter, ils vont se cacher, ils vont faire le minimum syndical, mais ils vont être présents jusqu'au moment où vous avez épuisé vos ressources, qu'elles soient monétaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient morales, et vous partez. Donc là, c'est un excellent cas d'étude que celui de l'Afghanistan qui montre que même avec une armée énorme, même avec les plus grosses armées du monde, vous pouvez perdre face aux talibans. L'opération Eagle Claw, nous en avons parlé, il y a eu des conséquences politiques, Jimmy Carter n'a pas été réélu. Les outils extrêmement intéressants, proxy des Iraniens, campagne aérienne qui a donné lieu à des négociations et ça s'est calmé depuis. Donc les outils nous montrent également que sur ce type de menace, mais qui n'a rien à voir en termes de puissance avec l'Iran, qu'il y a quand même une capacité à imposer sa volonté si derrière vous arrivez à négocier. Dans le cas de la guerre des 12 jours et des tensions entre Israël et Iran, on a également vu qu'il y avait une capacité face à ce genre de pays à faire des escarmouches, à faire des échanges de feu un petit peu en mode tennis, on s'envoie la balle, ça repart dans l'autre sens, sans pour autant que ça dégénère. Les Iraniens annoncent à l'heure actuelle que ça ne sera pas la même s'il y a attaque de la part des Américains, donc affaire à suivre. Néanmoins, on en avait parlé sur la chaîne, Israël avait été touché par certains missiles. Vous ne pouvez pas avoir une protection à 100% de votre espace aérien. C'est toute la problématique d'avoir un adversaire qui a des milliers de missiles balistiques. D'où l'importance pour les Israéliens de cibler les lanceurs. Maintenant, si on veut regarder Russie-Ukraine, on voit que nous avons deux nations qui ont une ligne de front, mais qui s'attaquent par bombardement d'un côté comme de l'autre, qu'à partir de là, on a une campagne de bombardement d'usure depuis des années qui s'inscrit dans le temps long et qui n'est pas forcément, je pense, ce que souhaiteraient les Américains. Donc quand on regarde tout ça, au final, c'est soit une opération de force spéciale coup de poing, soit derrière, si vous voulez commencer à faire du bombardement, il faut avoir l'assurance que ça ne va pas poursuivre dans le temps long, sinon ça vous amène sur un champ de bataille qui est ouvert en permanence, avec une posture défensive extrêmement coûteuse d'un côté comme de l'autre. Et donc au final, que risquent de recommander les planificateurs militaires? Quelque chose à l'américaine, où vous arrivez avec énormément de puissance, où vous faites un impact très fort dans un laps de temps très court, de manière à forcer un changement politique. Sinon, clairement, vous prenez le risque de vous enliser. Je vous renvoie vers l'opération spéciale russe. Du coup, suivant la volonté politique, que font les Américains depuis maintenant quelques semaines? En un, ils se sont mis à soustraire leur vulnérabilité au rayon d'action iranien. C'est-à-dire qu'ils ont évacué certaines bases de certains types de matériel avec le concept un petit peu de Agile Combat Employment. Donc il faut bouger le matériel pour avoir le temps nécessaire d'intercepter. Dans un deuxième temps, ils se sont mis à renforcer les défenses et les capacités de protection non seulement de leurs bases mais également de leurs alliés, notamment d'Israël, avec de l'arrivée dans la région de Patriot, de THAD. Je vous rappelle qu'en France, on n'a pas beaucoup de systèmes solaires et que clairement, depuis plusieurs années, on voit l'importance de ces systèmes solaires. On a néanmoins un système, l'Aster, qui marche extrêmement bien avec le Mamba.
problématique, on n'en a pas beaucoup, c'est dommage qu'on n'en commande pas plus parce qu'on voit que de nos jours, c'est vraiment le nerf de la guerre pour pouvoir se protéger. Mais les Américains ont également leurs navires de guerre. Si vous me demandez pourquoi il y a autant de navires de guerre, autant de destroyers dans la zone, oui, il y a une capacité offensive qui est souvent mise en avant avec les Tomahawks, mais c'est également une capacité défensive. Les Américains utilisent leurs frégates, leurs destroyers, à des fonctions défensives pour le bouclier antimissile. Donc ces frégates permettent également l'interception de missiles de croisière, de missiles balistiques, de drones. Vous avez enfin des F-15 qui notamment ont été mis en Jordanie, ce qui est assez loin, mais surtout ce qui permet de créer des lignes et des barrières de défense en cas de riposte, notamment de drones, contre Israël ou contre les alliés américains dans la zone. À côté de ça, on a également des avions de guerre électroniques, on a également des F-35 qui ont plutôt une vocation offensive. Ensuite, vous attaquez la planification. Donc on récupère du renseignement, on décide des DMPI, donc des points qu'il faut frapper pour les target packages, on les fait évoluer pour ce qui est des cibles mobiles, on s'assure de les mettre à jour et de maintenir les dossiers d'objectifs à jour en permanence. Et ensuite, pour ce qui est des préparateurs de missions des équipages, on va préparer les missions, elles seront prêtes, elles seront pré-briefées, comme ça, si on vous dit il faut partir pour taper telle zone, telle base, tout est prêt. Ça prend juste le temps de briefer, on part aux avions, feu patate. Une préparation de mission peut être longue de nombreuses heures. Une mission prévue à l'avance sur un site fixe, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est prêt. Il faut juste quelques minutes pour préparer les aéronefs, briefer les équipages, partir. Donc on est largement sur une capacité de mise en œuvre sur la demi-journée, au pire sur la journée. Ensuite, en parallèle de tout ça, c'est bien de planifier, il faut pouvoir tenir dans la durée. Donc on va stocker de l'armement, faire venir de l'armement sur zone, de la munition, du matériel, de l'ARH, de la maintenance, parce que tous ces aéronefs sont venus, maintenant il faut pouvoir mettre en place la chaîne logistique pour offrir de la disponibilité aux opérateurs. Et ça ne se fait pas par hasard, surtout si on se retrouve à devoir faire une campagne, à devoir tenir quelques jours. Et ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir la capacité à tenir plusieurs jours ou plusieurs semaines s'ils vont frapper. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est pour ça que vous voyez autant d'aéronefs américains de transport qui arrivent dans la zone, qui livrent du matériel, qui livrent de la munition, parce que c'est indispensable de pouvoir tenir dans la durée. En cinquième, et c'est ce qui se passe je pense actuellement, on est à la phase des propositions. Fonction de la fenêtre de tir de manière quasi journalière, les chefs d'état-major, les militaires proposent en fait aux décideurs, aujourd'hui on sait faire ça, demain on pense savoir faire ça. Et tous les jours, ils se doivent, c'est leur métier, de proposer aux décideurs différents plans d'action en fonction de ce qui leur a été donné. Maintenant, si vous posez un petit peu la question de la chaîne de décision, vous avez en fait POTUS, donc le président américain, qui lui donne sa volonté au secrétaire de la guerre, au secrétaire de la défense, qui après transmet ses ordres au centre de commandement régional, au CENTCOM, qui après explique au CAOC qui traduit tout ça dans un langage purement tactique, qui va donner des horaires sur la cible et des moyens aux aéronefs, des target packages, et les avions, les pilotes, les équipages montent dans l'avion, affinent la partie tactique et réalisent la mission. Ensuite, tout ça rentre dans une boucle, forcément, John Boyd dirait la boucle OODA, une boucle d'observation, d'orientation, de décision, d'action, et on va affiner. À quoi pourrait ressembler une action militaire plutôt classique, j'ai envie de vous dire? Eh bien, coordination avec des personnes infiltrées au sol, avec des locaux, pour atteindre un objectif militaire. S'il y a bombardement, une phase de bombardement, d'abord avec des missiles de croisière tirés, ensuite avec de l'aérien. Et très important, moi je pense que s'il y a attaque, l'aérien derrière devrait rester sur zone, devrait patrouiller dans certains endroits afin de se prémunir de réponses offensives en riposte de la part des Iraniens. C'est-à-dire essayer de détecter les lanceurs et créer de l'attrition chez les lanceurs iraniens de manière à les affaiblir encore plus, car s'il n'y a pas de chute de la part du régime, l'objectif américain sera, au fur et à mesure de ces escarmouches, au fur et à mesure de ces conflits, eh bien, d'affaiblir le régime. Et quand on dézoome un petit peu, on se rend compte eh bien, que depuis maintenant de nombreux mois, si ce n'est quelques années, toute la politique israélienne et américaine vise à progressivement affaiblir l'Iran, affaiblir ses proxys, de manière à en faire une cible de moins en moins macro, de moins en moins forte, et peut-être que là on va voir une nouvelle campagne qui, sans vouloir passer la ligne rouge, sans changer le régime,
va peut-être encore les affaiblir de manière à ouvrir de nouvelles options dans le futur. Alors, ce qui est bien dans l'armée, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on ne cherche pas à se vendre des certitudes. Il faut rester extrêmement humble par rapport à ce qui peut se passer derrière, tout simplement parce que, vous l'aurez compris, généralement le matin, quand les gens se lèvent, que ce soit les opérationnels ou que ce soit les décideurs, il n'y a rien de décidé, puisque tout est dynamique, tout change en permanence, et le rôle du militaire, c'est de proposer des options. À partir de là, maintenant, on est dans la phase d'attente qui a duré 6 mois avant l'invasion de l'Irak en 91, qui a duré 6 mois avant le raid de forces spéciales au Venezuela, qui donc peut être extrêmement longue. Une petite citation de Jared, c'est ça notre travail, on attend. Maintenant, si vous n'êtes pas trop de Jared, je vous propose de prendre un petit peu plus de recul, et comme c'est l'attente, pourquoi pas de sortir un bon livre, Le désert des Tartares de Dino Buzzati, qui justement lie le métier des armes à la fuite du temps et à l'attente. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à venir écouter. Maintenant, notre contenu est disponible en podcast sur toutes les plateformes. Je vous rappelle qu'on a un stage B2C, donc vous pouvez postuler. C'est en mai à Osgore. Et sinon, qu'on intervient dans le monde de l'entreprise pour adapter les méthodes de l'aviation à votre quotidien. On fait ça avec des simulateurs de vol, on fait ça sous conférence avec Calliope et on a le nouveau bouquin, on vous sort des préventes à partir de la mi-février avec l'ouverture d'une boutique et une petite gamme de vêtements assez sympa. Vous verrez, on en reparle. Posez pas cassé. À très vite et fly safe. Pourtant, il est resté pour attendre. Attendre quoi? L'ennemi. Qu'il vienne de l'État du Nord